Que feriez-vous si l'on déclarait que vos enfants sont mauvais? Vous les défendriez, je le sais, car c'est la même injustice que je ressens envers mes livres, déclarés indignes de la société des livres, coupables d'exister. Je défends mes livres comme s'ils étaient mes enfants. C'est ma famille que je défends, pour l'honneur. L'honneur qui, disait Vigny, veille en nous comme une dernière lampe dans un temple dévasté. Chapitre 1er. Sous le ré, la banquise. Rien de loin ne distingue la demeure. Nulle particularité, dans une rue par ailleurs dénuée de mystère, ne la désigne à l'attention du marcheur. Imaginez une dent devant être arrachée pour apparaître, en creux, dans une bouche habitée par l'alignement et la blancheur. Sur le léger renflement de la façade, le regard, tel une brosse à dents, glisse à la recherche d'un revêtement plus accrocheur. Ce n'est vraiment qu'en raison d'un numéro, semblable à celui que le dentiste donne à la dent qu'il tient à vous montrer dans son petit miroir, que vos pieds s'arrêtent à sa hauteur. Vous êtes arrivé et ne pouvez vous empêcher de penser que ce ne peut pas être que cela, la maison Apollinaire. Une plaque presque aussi invisible que le millimètre carré d'émail que gratte le dentiste du bout de son instrument en déclarant « celle-ci ». De près, on est surpris tout de même par ce qu'elle fait faire. L'entrée n'étant pas de plein pied, il y a un abrupt escalier tournant à descendre. Une maison dite normale se laisse approcher de face. Elle se tient, pour ainsi dire, tout entière au seuil d'elle-même, et à vous inviter, poignée de porte pour poignée de main. En vous faisant pivoter, celle-ci au contraire vous oblige d'abord à ne pas la regarder, voire à faire un pas de côté et à passer votre chemin. Si, comme moi, vous l'avez cherché assez longtemps pour l'avoir dessinée 100 et 100 fois en rêve, de la cave au grenier, je suppose toutefois que ce surprenant escalier ne réussira pas à vous éloigner. Vous descendez le violent colimaçon en regardant vos pieds, une main contre l'axe de pierre enfonçant dans une voirie au fil des ans exaucés, et c'est comme de remonter le temps. Si soudainement passé sous les pavés du trottoir, pour un peu vous croiriez avoir été avalé par une bouche pas encore bien refermée. C'est le nez collé à une lourde épaisseur de bois sculpté que vous toquez, conformément aux mots qui y sont gravés et que vous ne pouvez manquer de voir. Toquez, attendez. Signé, le secrétaire perpétuel. Difficile de distinguer le toc-toc de vos deux doigts repliés de celui de votre cœur battant durement à l'intérieur. Vous en savez peu, mais le peu que vous savez sur la demeure ferait trépider des cœurs mieux accrochés. Coincé de la sorte, il n'est pas improbable que vous voyiez votre vie galoper à tout crin devant vos yeux. Si tel est le cas, toucher du bois peut rassurer. La porte va-t-elle enfin? Cela vous semble l'éternité. Le nez touchant à un endroit de la porte qu'aucun homme avant moi n'a pu toucher, du moins pas du nez, j'essaie d'évaluer ma petite vie à l'aune de ce que je m'apprête à accomplir. Depuis toujours, j'ai fait face à un problème de taille. Trop grand à mon gré pour voir mes mots coincés entre ceux des columnistes, trop petit pour regarder les grands auteurs dans les yeux, je suis... Mais comment me définir exactement? Journaliste nain? Nain journaliste? Nain du journalisme est en tout cas certain. Et nain tout court. C'est peu dire que l'enfant que j'étais et que je suis resté par la taille aux yeux du plus grand nombre a souffert de sa petitesse.
Tout de même, je crois que ce qui m'a le plus diminué fut de comprendre, à l'heure d'entrer sur un petit pied dans l'âge adulte, que ma petitesse serait largement reproduite et comme étendue à mon métier, ma vie. Mes ambitions de grand reporter sont venues avec la puberté. On me les arracha, une à une, comme les centimètres que la croissance s'obstinait depuis longtemps à me refuser. J'allais, appareil photo en bandoulière, arpenter le monde. Sans détour, on m'informa que je ne serais jamais à la mesure. Couvrir la province et ses dessous, voilà ce qu'on me promettait de plus large, car, allait-on en me toisant du regard, j'étais au grand reporter ce qu'un canton suisse est à un continent. Je brûlais de faire mes preuves, rêvant de si bien transcender le genre qu'on m'octroierait les meilleurs prix littéraires. Tintin pressé, incarné en un Milou trop petit pour justifier de mes longues dents, je ne réussissais qu'à bâcler mes épreuves. Les premières années, les plus incisives, celles où c'est croître ou commencer à crever, je bandais si fort mon esprit pour en tirer les signes pénétrants de ma grandeur que je passais rapidement pour un pervers caché dans le corps torturé d'un enfant. Deviens ce que tu es, est la plus écrasante des injonctions. Après des années d'efforts, en fait de vrai moi, je n'ai réussi qu'à devenir la petite main, au propre et au figuré, des salles de rédaction. Le plafond de verre auquel les femmes se heurtent dès qu'elles ont l'ambition de monter, il se situe pour moi à hauteur de coude de journaliste moyen. Mais le mien de plafond, parce que c'est celui d'un nain, est couvert d'un papier de verre qu'on voudrait aussi doux qu'un dos de mouton, bien qu'il n'arrive même pas à faire oublier la triste odeur des sels qui assaillent mes narines lorsque j'y frotte ma tête d'hydrocéphale obstiné. Le coude à coude est pourtant bien réel dans les salles de rédaction, il est même féroce, sauf pour moi, hélas. Dès que j'entre dans une de ces fosses aux lions de papier, avec l'envie d'être déchiré pour la radicalité avec laquelle je dissèque l'actualité, comble d'injustice, je suis épargné. J'enrage, je mords au mollet, rien n'y fait. Mon officieux statut de mascotte de rédaction, moins affectueux que sarcastique, empêche quiconque de m'attaquer franchement sous peine d'être accusé de coup bas. À force de plafonner, on finit par en écraser, c'est fatal, si bien que même un nain doit apprendre sur le tard à se faire petit. Tel est pour moi le second apprentissage, le vrai, celui qui dure. Ronger mon plus grand que nature, mais pas infini, capital de pugnacité, j'ai accepté malgré moi les leçons du monde du travail à son petit élève. Depuis lors, on me laisse gentiment travailler. Les petits faits sont le terrain d'investigation qui m'est réservé. Les petits faits et, s'amoncelant sur les bas-côtés de l'autoroute de l'information, les histoires de chiens écrasés. Je brasse cette masse m'arrivant aux genoux et toujours à l'affût de scandales minuscules comme les vies dans lesquelles ils sont vécus. J'en ramasse les éléments les moins insignifiants dans les rubriques que personne d'un peu grand ne lit. Tandis que je m'applique à cette basse besogne, pour laquelle j'étais en quelque sorte physiquement prédisposé, à l'intérieur et comme par-dessous les tièdes sourires, je continue à bouillir comme un volcan irrité. L'alcool de ma mauvaise humeur, je ne le cache pas, ferait de moi quelqu'un de fort imbuvable si je n'étais pas entouré de gens évitant soigneusement de boire avec un homme dont l'allure rappelle tellement celle d'un enfant. Et lorsque l'indifférence ne permet pas à mon entourage professionnel de planer au-dessus de ma présence, on ne me prend pas de haut, non, ce n'est pas cela, mais on ne me regarde pas non plus dans les yeux. La pupille fuyante, on me met au coin de l'œil. Si mon ego en fait les frais, ce sont encore mes écrits qui pâtissent le plus de ce genre de regard infantilisant. Comme on éprouve de la honte à regarder de front ce que je suis, on est soulagé de pouvoir scruter sans complaisance ce que j'écris. Et c'est peu dire qu'on cherche des poux à ma prose. Le mot « petit » que l'on se retient d'employer devant moi, on prend un malin plaisir à l'évoquer quand on me lit. Un nain, c'est triste à dire, a beau changer de police, ce qu'il rédige est à jamais en petits caractères. Autrement, qu'on m'explique pourquoi jamais, c'est un fait,
Un petit fait, certes, mais les petits faits méritent d'être rapportés, si le travail qu'on m'assigne a le moindre sens. Jamais, je répète, le Pulitzer, ni aucun prix conséquent, n'est allé, je ne dis pas à un nain, mais à un homme de très petite taille. Pourquoi la grandeur n'irait-elle qu'aux géantes naissances? Peu importe. Combien de fois j'ai pensé claquer la porte d'un journal où personne n'est informé de mon talent. Je reste jusqu'à ce jour le nain, dépendant du regard diminuant des autres. Mais j'y suis à présent. Je tiens enfin mon sujet, le sujet qui va mettre ma vie injustement petite sous la loupe éclairante du génie. La porte va s'ouvrir. Je vais entrer dans la maison Apollinaire comme d'autres sont entrés dans les ordres. Puis, contrairement aux mêmes, je vais en ressortir. Il serait plus en accord avec mon projet de dire que je vais entrer dans la maison Apollinaire pour en ressortir, avec de quoi largement faire rebondir une carrière faite pour les hauts, mais par les circonstances condamnée au bas. Il y a d'avance dans mon esprit un avant et un après les cris qui s'élaborent. Malgré l'absence de caméra de télévision, l'instant est solennel, que la porte s'ouvre enfin pour que je fasse un pas. Un petit pas pour l'homme que je suis, un pas de géant pour l'humanité pour qui j'écris. La conquête de l'espace, quand on a les pieds sur terre, n'est rien comparé à celle du temps. Bien qu'il ne soit pas homme à se presser, le secrétaire perpétuel finit par arriver. À moins qu'un traitement particulier ne soit réservé aux hommes de mon espèce, n'attendez pas de bonjour, juste un long regard qui vous pénètre avant que vous ne puissiez faire un premier pas dans la maison, que je suis quant à moi trop impatient de découvrir pour me formaliser. Avant longtemps, vous parlerez à celui que, dans les étages, vous surnommerez le perpétuel. À peine entré, vous le suivez en silence et sur la pointe des pieds. Ombrageux homme aux yeux gris-argent, c'est malgré lui que j'ai trouvé la maison. Sans lui, sans la piste offerte par cet être improbable et secret, jamais je ne me serais trouvé à l'endroit mentionné par une légende urbaine que seuls quelques petits vieux confient encore parfois à l'oreille de qui visite leur maison de repos. Quelque part dans Londres, il est une maison qui garde en vie ses habitants. Et d'ajouter, implorant, comme s'il en allait de leur dernier bonheur sur terre, que passe l'information « Cherchez le Jamaïcain ». Le trouver, c'est trouver la maison. Reporter en maison de repos, où la vieillesse courbe et fléchit les corps et leurs histoires à la hauteur qui m'est familière. J'eus l'oreille fine. Une légende tenant en si peu de mots était bien faite pour parler à mon corps. Elle se trouva d'emblée comme à demeure dans mon cerveau. Depuis, je n'ai cessé d'être hanté par ce quelque part dans Londres. Pendant les années de damné que j'ai passées à vouloir dégager mon corps de sous la roue des préjugés, j'ai quadrillé Londres à pied avec un entêtement de géant, ou du moins égal à l'énormité de la tâche. Pas un quartier que je n'ai écumé, pas une rue que je n'ai lentement descendue ou remontée, sans nulle part trouver la clé du mystère. C'était avant que, fouinant avec la ferveur de feu mes vieux indicateurs dans des registres de population enfin informatisés, que je fasse la découverte majeure. Le nom et l'adresse d'un homme, Jamaïcain, qui se garde bien de faire l'article pour une maison de repos dont on ne sait rien de chez rien. À en croire les registres, Cœur Junior, c'est son nom, a dans les 200 ans, ce qui est absurde évidemment, à moins de supposer que les ans d'un Cœur Senior n'aient été erronément additionnés aux siens. Il a à peu près la grandeur, le brun sombre nervuré et la dureté de la porte dans l'encadrement de laquelle vos yeux étonnés se posent sur lui. Comme de ses grandes mains remuant à hauteur de ses hanches, il bouche à peu près mon champ de vision, c'est sa voix qui me surprend. Cœur s'en sert d'abord pour déclarer qu'il lui est impossible d'ouvrir cette putain de porte sans se rappeler les paroles écrites en noir au-dessus de la porte de l'enfer de Dante. Vous qui entrez ici, perdez toute espérance. Après avoir laissé les murs d'un long vestibule réverbérer la citation, il explique. Vous allez entrer en enfer, soit, mais putain, au moins ayez la sagesse de renoncer à l'espoir d'en sortir. Faire preuve de sagesse à l'heure de tout perdre, ce n'est pas négligeable.
Comme s'il avait attendu ce moment pour découvrir à quel point je suis ridiculement petit, il baisse la tête et laisse couler sur moi le brillant de son regard pour m'avertir que, s'il ne tenait qu'à lui, il écrirait au-dessus de la porte que je viens de franchir « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance de rester. » Évidemment, poursuit Cœur, sur un haussement d'épaules, on a beau être dans une rue si calme plat que même les rats s'y morfondent. Un tel frontispice me vaudrait d'être pendu haut et court. Après tout, nous sommes très officiellement dans une maison de repos. Et toute maison de repos qui se respecte doit afficher l'objectif de garder longtemps ses pensionnaires. Vous, le journaliste, vous ne savez pas comment l'on passe le temps ici, mais vous avez deviné je ne sais comment que la maison où je vous autorise à mettre les pieds, les avez-vous frottés avant d'entrer? Que vous les ayez petits ne vous permet pas de vous soustraire aux devoirs les plus élémentaires. N'est pas, loin s'en faut, votre maison de repos ordinaire. Aussi, croyez-moi lorsque je dis qu'il est sage de perdre tout espoir de rester en entrant ici. Vous surtout, qui vivez pour l'événement plus que quiconque, ayez la sagesse de ne pas croire que vous soyez fait pour un endroit d'une telle austérité. La maison Apollinaire est le monastère d'un nouveau Moyen-Âge. Beaucoup d'aspirants s'en vont avant que leurs doigts ne trouvent sans effort les interrupteurs dans le noir. Avec ses dalles noires et blanches, le vestibule souterrain invite vos pieds à choisir une couleur et à entrer dans un jeu dont il ne vous laissera pas sortir facile vainqueur. Je ne suis pas encore dans la partie que le secrétaire perpétuel se pose ouvertement en adversaire de ma présence dans sa demeure. Je ne peux guère lui en vouloir. Maintenant qu'il sait à quel physique il a affaire, il doit regretter de s'être si facilement laissé forcer la main. Avais-je vraiment le choix? Jouant mon invitation sur un coup de téléphone, il a bien fallu que je frappe l'esprit de mon interlocuteur en laissant clairement entendre que les conséquences d'un refus ne seraient pas en sa faveur. J'évoquai mon métier, parlais maison de repos, sur lequel je finissais d'écrire un article important pour le T, et demandais à l'interviewé. Je montrai enfin beaucoup de curiosité concernant une vieille légende qui, à coup sûr, précisai-je, l'intéresserait au plus haut point. Invité de droit ou par mérite, ou pour je ne sais quelle autre raison dans la maison Apollinaire, vous n'avez pas à recourir comme moi au chantage, ce qui me permet de penser que vous serez reçu autrement. C'est ainsi. Ma petitesse me rattrape tout le temps, condamnant mon être bafoué à ne pas démarrer sur le même pied que la plupart des gens. Mais si vous bénéficiez a priori d'un accueil plus favorable, vous n'échapperez pas à l'enfer de Dante, lequel, je pense, est une sorte de passage obligé. Qui que vous soyez, petit ou grand, vous devez passer sous l'arche de mots peu optimistes avec lesquels Cœur tient à prendre acte de votre arrivée. Je dis arche parce que le long et sombre vestibule est voûté comme seuls le sont les vieux palais ou les bas-côtés d'église. À partir de là, toutefois, c'est à chacun son chemin, à chacun son histoire dans la maison monastère, malgré les probables similitudes et croisements de trajectoire. Je m'arrête ici. Toi, continue, lecteur, continue sans moi. On en reparlera plus tard.